Lundi 2 septembre, 8h10, c'est l'heure du grand invité sur RCF. À l'heure de la rentrée des classes, mais aussi de la rentrée littéraire, eh bien, nous recevons le fondateur de Lire pour en sortir, une association qui travaille au développement de la lecture en prison, avec une conviction, l'accès à la culture favorise la réinsertion. Alexandre Duval-Stala, bonjour. Bonjour Stéphanie Gallet. Vous êtes avocat, écrivain, vous avez un goût prononcé pour les biographies, et même les biographies croisées, Malraux et De Gaulle, Monet et Clémenceau, et enfin Chateaubriand et Napoléon. Mais si nous vous avons invité ce matin, c'est que vous êtes à l'origine de cette belle association, Lire pour en sortir, avec qui notre radio RCF entame un compagnonnage en lançant ensemble une nouvelle émission, Livre comme l'air, ça sera demain soir à 21h. Avant de parler littérature derrière les barreaux, parlons un peu de la prison, si vous le voulez bien. La rentrée de septembre, c'est un temps fort dans notre société, que ce soit pour les familles, la vie économique ou la vie politique. Est-ce aussi un moment important en prison ? C'est un moment important parce qu'en fait, tout reprend, ça s'est un peu arrêté pendant l'été. Et d'ailleurs, c'est un problème parce que bien évidemment, l'été, à la fois, il fait très chaud dans beaucoup de prisons. Et puis surtout, la plupart des activités s'arrêtent puisque la plupart des bénévoles partent aussi en vacances. Et donc, c'est un temps qui est assez compliqué à gérer, à la fois pour les surveillants, bien évidemment, parce qu'il faut bien gérer l'atmosphère d'une prison. Et puis, bien évidemment, pour les personnes détenues. Donc, cette rentrée où les gens, les uns et les autres rentrent et les activités reprennent, c'est un moment qui est important aussi. C'est un peu leur rentrée également. Même si on préférait ça soit leur sortie, mais c'est une autre question. C'est une autre question. Alors l'année passée, on s'en souvient, a été marquée par un fort conflit social dans les établissements pénitentiaires, des surveillants de prison qui dénonçaient la montée de la violence de certains détenus radicalisés et surtout leur manque de moyens pour y faire face. Et puis de leur côté, les associations qui s'intéressent au sort des détenus déplorent les conditions d'incarcération en France, la surpopulation, le peu de financement des politiques de réinsertion. Comment on vit en prison aujourd'hui en France ? Eh bien, on vit mal, et d'ailleurs, la plupart vivent mal. J'allais dire, tous les acteurs de la prison, d'une certaine manière, vivent mal, malgré leur bonne volonté. Et je pense qu'il faut souligner la bonne volonté de l'ensemble du personnel de l'administration pénitentiaire qui essaye de faire ce qu'elle peut avec ce qu'elle a. Mais effectivement, on vit mal. Les personnes détenues parce que vous avez parlé de surpopulation carcérale, mais aussi parce que les problèmes de sécurité, les problèmes de réinsertion effectivement restent importants. Les surveillants aussi, parce que c'est un métier qui est difficile, peu valorisé, où on leur demande beaucoup, et avec effectivement, parce que nous mélangeons les uns et les autres des problèmes de sécurité. Les personnes, les SPIP, donc les conseillers de probation et d'insertion, qui eux essayent tant bien que mal de joindre les deux bouts en gérant beaucoup de personnes détenues. Et puis ensuite les cadres, bien évidemment, qui doivent gérer à la fois les questions de sécurité, les questions sociales, et puis les questions liées aux personnes détenues. Donc c'est tout un ensemble qui est effectivement compliqué, d'autant plus que nous avons une culture, j'allais dire, de guerre civile et non de dialogue en France. Et donc c'est vrai que ça ne permet pas de mettre autour de la table forcément les uns et les autres pour essayer de mieux résoudre les problèmes. Une espèce de politique du juste milieu d'Aristote. Mais les différents acteurs de la prison ont du mal à parler ensemble ? Ils ont du mal à parler ensemble, oui. Vous savez, le dialogue en France est compliqué. Par exemple, une des causes de la surpopulation carcérale, c'est que la justice et la prison, les magistrats et puis les cadres de l'administration pénitentiaire se parlent peu. Quand ils se parlent, ça marche bien, mais ils se parlent peu. Et donc, c'est vrai qu'une des choses, en tout cas, que j'ai essayé de pousser, c'est que faire en sorte qu'il puisse y avoir des réunions, j'allais dire, au moins mensuelles, entre le directeur de la prison, le parquet et puis les magistrats du siège, pour qu'ils puissent savoir combien il y a de places dans leur prison, qui ils peuvent envoyer, est-ce qu'ils peuvent gérer ou pas des flux. Quand ça fonctionne, ça marche très bien, mais il faut l'instituer. C'est d'ailleurs la garde des Sceaux, là, à l'inauguration, lors de son discours d'inauguration de la santé, a parlé de ce sujet. Et je pense que cette expérimentation devrait être développée sur l'ensemble du territoire. Est-ce que les conditions d'incarcération se dégradent en France ? Alors, elle se dégrade oui, elle se dégrade d'une part parce que quand vous êtes plusieurs dans une cellule, forcément la cellule se dégrade de fait. Si vous êtes, en gros, une cellule, ça représente votre chambre. Donc si vous restiez 22 heures sur 24 dans votre chambre et que vous étiez 3, je pense qu'elle se dégraderait de manière naturelle. Donc ça se dégrade. Après, il y a aussi le fait qu'il y a des programmes de rénovation qui essayent de changer. La santé, par exemple, a été rénovée de manière extrêmement bien faite pour essayer justement de résoudre les différents problèmes. Et puis vous avez aussi la construction de nouvelles prisons. La difficulté, en fait, c'est que pour que la place de prison soit moins chère, on construit des gros établissements. Or, on sait que pour favoriser une meilleure atmosphère d'une détention, il faut que ce soit des détentions qui soient autour de 350 personnes à peu près. Pas plus.
Et aujourd'hui, on construit des établissements qui font combien de... Qui feront 600 à 800 places. Donc ça renforce, alors, parce que de manière même architecturale, on fait en sorte qu'il y ait le moins de contact possible entre les surveillants et les personnes détenues. Donc en fait, ça isole les uns des autres, ça renforce l'insécurité, et donc tout est à revoir, j'allais dire, dans cette architecture. Là aussi, à ce niveau-là, ça marche mieux si les détenus et les surveillants peuvent se parler régulièrement, se rencontrer régulièrement, c'est ça ? Tout à fait. Il y a un programme qui s'appelle Respecto qui vient d'Espagne, qui a commencé à être mis en place dans l'établissement de Mont-de-Marsan, à peu près en même temps que nous avons mis en place notre programme, et qui est une prison ouverte. Alors je rassure les uns et les autres, ce n'est pas la prison qui est ouverte, mais ce sont les cellules qui sont ouvertes toute la journée de 7h du matin jusqu'à 19h le soir. Et c'est d'une certaine manière les surveillants qui restent enfermés dans leur bureau. Et en fait, ça a vraiment changé complètement l'atmosphère de la détention. En contrepartie de cette liberté, ils ont bien évidemment des responsabilités, celle de donner 25 heures de leur temps à la communauté. Donc c'est à la fois des activités culturelles, des activités sportives, des activités au service de la détention, comme des opérations de nettoyage. Et en fait, ça a complètement changé le système, puisqu'ils ne sont plus enfermés dans leur espèce de camisole que représentent leurs 9 mètres carrés, mais au contraire, ils sortent. Et donc, ça change complètement l'atmosphère. Et de plus en plus, ce programme va se développer dans les établissements pénitentiaires français. Alors, Alexandre Duval-Stala, je rappelle, vous êtes avocat et vous êtes surtout le fondateur de cette association Lire pour en sortir. Et avec votre association, vous croyez au pouvoir de la littérature pour faire grandir les détenus et leur permettre une meilleure réinsertion. C'est sérieux, ça? Parce qu'on a des détenus de plus en plus violents. C'est pas que des anges, hein, en fait. Alors, d'une manière générale, je crois au pouvoir de la littérature, et en particulier pour les personnes détenues. Moi, j'ai effectivement, vous le rappeliez, je suis avocat, j'ai défendu un certain nombre de personnes en cour d'assises, et j'ai été frappé par le fait qu'ils n'avaient pas les mots pour s'exprimer. Donc, dans un premier temps, comme tout le monde, je pensais que c'était une tête de mule et qu'il méritait bien ce qu'il méritait. Mais en fait, c'était beaucoup plus profond que ça. C'est qu'en fait, il n'avait pas les mots, à la fois pour s'exprimer, à la fois les représentations mentales pour comprendre son chemin, j'allais dire, criminel, c'est-à-dire pourquoi il en est arrivé finalement à franchir cette barrière. Et du coup, il comprenait moins, il assumait moins sa responsabilité, il était plus condamné, et on favorisait de ce fait la récidive. Parce que, bien évidemment, le fait de ne pas comprendre fait en sorte que vous continuez finalement ce que vous avez, vos différents délits ou crimes. Ensuite, sur la dangerosité, je pense qu'il est important quand même de rappeler que près de 70% des personnes détenues en France sont là pour des courtes peines. Non, sont là pour des courtes peines. C'est-à-dire qu'ils sont là pour des peines de moins de 3 ans, qui sont soit du vol, soit des violences, soit des stupéfiants. Et donc, par exemple, les pires criminels, c'est moins d'1% de la population carcérale, c'est 0,8%, ce sont ceux qui sont condamnés à perpétuité. Donc on ne peut pas s'occuper de la prison à l'aune de ces pires criminels ? Voilà, c'est un peu la difficulté lorsqu'on parle de prison, c'est qu'on s'aligne sur le plus dangereux et finalement, d'une certaine manière, le plus criminel. Or, en fait, dans les prisons françaises, plus de 70% sont là pour moins de 3 ans. Donc, c'est vraiment des choses qui ne nécessitent pas un niveau de sécurité aussi important. Mais comme ils sont mélangés les uns avec les autres, eh bien, on s'aligne sur le plus... moi, ce que j'ai proposé, c'est qu'on puisse faire des établissements à faible sécurité pour justement ceux qui ont été condamnés à des faibles peines et qui ne soient pas mélangés avec les détentions provisoires, notamment pour ceux qui attendent leur procès en assises et qui sont donc des criminels, donc on pourrait considérer qu'ils sont les plus dangereux. Et le fait qu'on puisse créer ces établissements-là avec des différents services, à la fois sociaux, culturels, éducatifs, qui permettraient de faire en sorte que la prison ne soit plus une césure dans une vie, mais au contraire, qu'elle soit la manière de retrouver une vie civile normale, bien évidemment sur ces petits délits, ça changerait beaucoup de choses. Alexandre Duval-Stala, l'idée de base de votre association Lire pour en sortir, vous l'avez trouvée au Brésil il y a quelques années. Le principe, c'est un livre contre une remise de peine. Voilà, j'avais entendu ça sur une radio française de cette expérience qui avait été faite au Brésil, où quand vous lisiez un livre, vous avez 4 jours de remise de peine. Donc je m'étais dit que dans notre pays un peu littéraire, c'était une bonne idée. Donc je l'ai porté, notamment grâce à un ami député qui est Hervé Guémard, et qui a déposé cet amendement au Parlement lors de la loi Taubira, qui a finalement été, après des péripéties parlementaires habituelles, a été adopté. Donc en juillet 2014, nous avions ce système en France, où effectivement, en fonction de vos activités culturelles, vous pouvez avoir jusqu'à 3 mois de remise de peine, qui est laissée à l'appréciation du juge.
Et donc, nous avons construit un programme en lien avec l'administration pénitentiaire, avec des 5 établissements tests. Et ça a tellement bien marché, puisque nous avons, en gros, nous avons un taux, le mot n'est pas très joli, mais un taux de pénétration culturelle de 5% d'adhésion à des activités culturelles de manière générale en prison. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur une population carcérale de 200 personnes, vous avez en gros 5% qui participent à des activités culturelles. Avec Lire pour en sortir, notre programme de lecture, on est entre 40 et 60%. Donc on a complètement changé d'échelle. Ce qui montrait que d'abord, il y avait un vrai besoin culturel, que la manière d'accéder au culturel était compliquée puisque c'est essentiellement la bibliothèque, donc ça veut dire circulation, donc ça veut dire autorisation, alors que nous, le livre est directement livré dans la cellule, et donc c'est pour ça que ça marche. Concrètement, comment ça se passe ? Déjà, on vous a pris au sérieux quand vous avez proposé ce projet ? Comme j'ai un look un peu sérieux, je pense qu'on m'a pris au sérieux. Et puis surtout, en fait, nous avions tout de suite bien réfléchi notre système pour faire à la fois qu'il y ait à la fois la lecture et l'écriture, donc il y a à la fois la lecture d'un livre et la remise d'une fiche de lecture, un accompagnement personnalisé parce que c'est extrêmement important en détention de voir l'extérieur. Oui, donc on ne donne pas le livre et on repart 15 jours après. Il est accompagné par un bénévole et d'ailleurs je saluais l'ensemble de mes bénévoles parce que sans eux, en fait, ça n'existerait pas. Et ils sont là au quotidien pour faire en sorte que ce programme marche. Et donc, il est clair que cet accompagnement personnalisé, la lecture plus l'écriture, a fait la force de ce programme-là. Et puis ensuite, nous avons aussi ajouté une autre mission qui est des rencontres culturelles, donc une fois par trimestre. Et d'ailleurs, c'est les émissions qui vont commencer demain soir à 21h. Voilà. Nous avons dans chaque établissement une rencontre auteur tous les trimestres. Donc nous avons 25 établissements aujourd'hui, nous allons organiser 100 rencontres auteurs cette année. C'est facile pour une association comme la vôtre de pénétrer dans un établissement pénitentiaire. Est-ce que vous êtes les bienvenus ? Il y a des associations historiques, je pense au Génépi, qui se sont brouillées avec l'administration pénitentiaire. Vous, ça se passe bien ? Non, je dois l'avouer, nous avons toujours été extrêmement bien accueillis par la direction de l'administration pénitentiaire et par l'administration pénitentiaire. Il y a pu avoir, comme dans tout système, quelques frictions ou quelques difficultés, mais elles ont toujours été surmontées parce que, en fait, ce qui fait la force, c'est l'objet même de notre programme. Quand vous avez une détention où vous avez 40 à 60% des personnes qui lisent, où l'atmosphère change parce que justement ils lisent, on nous demande aujourd'hui plein d'établissements frappent à notre porte pour qu'on puisse y rentrer après. Vous avez vu des détenus se transformer avec un livre ? Ah oui, j'ai vu. Vous n'imaginez pas comment le livre change une personne. C'est extraordinaire. Moi, je reçois des lettres, des longues lettres de personnes détenues qui sont bouleversantes, qui racontent le lien extrêmement fraternel qu'elles ont avec le bénévole qui les accompagne. Elles racontent comment le livre les a changés parce qu'en fait, elle les a fait prendre conscience de ce qu'ils étaient. Je pense que la force de la littérature, c'est que ça vous fait prendre conscience de qui vous êtes et des autres. Et donc, dans ce rapport extrêmement important, dans cette altérité nécessaire, ça vous fait prendre conscience de vous-même. Et ça, la littérature vous offre ça. Elle montre que nous sommes tous égaux, que nous sommes tous confrontés à des difficultés, à des joies, à des peines. Et elle montre aussi qu'on peut avoir d'autres destins qu'un destin qui nous est infligé ou en tout cas appliqué. Quels lecteurs sont les détenus ? Vous avez tout type de lecteurs. Vous avez des lecteurs qui... Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une des causes majeures aussi de la délinquance, c'est notamment le décrochage scolaire au collège. Et donc, pour beaucoup, l'objet livre reste quelque chose assimilé à l'école et donc quelque chose d'un peu difficile à avoir. Mais comme nous avons des livres, j'allais dire des petits livres pour commencer, en fait, c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire qu'ils commencent par lire un livre et puis ils n'arrêtent pas. Vous avez après des lecteurs compulsifs. Nous avons dans notre programme une lectrice notamment qui en est à son 75e livre en 9 mois. Donc ça fait rêver tous ceux qui aiment lire et qui n'ont pas le temps de lire. Et donc vous avez vraiment la magie du livre. La magie du livre qui moi, je dis souvent, pourquoi le livre aurait marché, j'allais dire, pour nous. Moi, vous savez, je suis avocat, professeur à Sciences Po. Moi, ça a tellement été une force pour moi, le livre, que ça, bien évidemment, ça ne peut l'être que pour aussi les autres. Est-ce que votre engagement avec cette association a changé votre regard sur certains livres, votre lecture de certains livres ? En fait, je ne sais pas si ça a changé mon regard parce que j'aime tellement lire, je lis tellement que en fait, je suis tellement convaincu. Aujourd'hui, j'ai plus une démarche presque analytique des livres parce que comme j'enseigne aussi la littérature, c'est vrai que j'ai une lecture désormais beaucoup plus presque analytique, mais il y a... il y a plus de place pour la spontanéité
Enfin, toutes les découvertes, quand même. Toutes mes livres sont d'abord des découvertes. Bien évidemment, après, je regarde la façon dont il a construit le livre, mais il y a une innocence dans le livre, oui. Et quel livre on fait lire aux détenus ? Alors, on fait lire tout type de livres, parce que vraiment, au départ, moi, j'ai voulu leur offrir le plus large possible choix. Donc, ça va à la fois des romans classiques aux romans contemporains, de la BD, du théâtre, de la poésie. On change notre programme à peu près tous les 2 ans, justement en fonction de notre lectorat. Et donc, ça va du Petit Prince à une BD qui s'appelle L'Évasion, qui marche très bien, à L'homme qui plantait les arbres de Giono, au classique, Voyage au bout de la nuit, André Malraux, La condition humaine. Donc, il y a vraiment plein de choses. Ouais. Allez, un dernier mot rapidement, Alexandre Duval-Sala. C'est la rentrée pour les enfants, les adolescents et les parents, et des parents qui vont beaucoup se prendre la tête, si je peux être trivial, pour faire lire leurs gamins. Vous avez un conseil, vous ? Je leur conseille de lire ce petit livre de Giono, qui s'appelle L'homme qui plantait les arbres. C'est un très beau petit conte où c'est un homme qui rencontre cette personne et qui plante les arbres. Et au bout de 20 ans, il a reconstitué toute une forêt, ce qui en ces temps de catastrophe écologique est une bonne chose. Le conseil littéraire de rentrée par Alexandre Duval-Sala, L'homme qui plantait des arbres de Giono. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le fondateur de l'association Lire pour en sortir. Rendez-vous demain à 21h pour la nouvelle émission Livre comme l'air.